Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 16 février 2026. Une entreprise de chez nous brille actuellement sur la scène internationale. Vêtements SP, établi dans la région depuis plusieurs années, a confectionné les chandails de hockey portés par les athlètes aux Jeux olympiques. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir compter cette entreprise parmi les fleurons mascoutins. Bravo à toute l'équipe. J'aimerais maintenant revenir sur mon annonce de la dernière séance au sujet de la mise en place d'un nouveau processus consultatif ponctuel pour les grands projets urbains. J'ai effleuré le sujet la dernière fois et je tiens aujourd'hui à vous en parler un peu plus en détail. D'abord, je suis très fier et heureux que cette initiative voit le jour. C'est un engagement que nous avions pris pendant la campagne électorale et, à peine 3 mois plus tard, il se concrétise. Pour l'ensemble des membres du conseil municipal et moi-même, il a toujours été important d'impliquer les citoyens en amont des décisions liées aux grands projets urbains. Nous croyons que ces projets ne doivent pas seulement être réalisés pour les citoyens, mais pensés avec eux. Quand on parle d'aménagement du territoire et de densification, on parle de décisions qui touchent directement le quotidien des gens. Il est normal que cela soulève des questions. C'est exactement l'objectif des consultations, permettre des projets mieux compris, mieux intégrés et développés dans le respect des besoins et réalités du territoire. Ces consultations offrent aux citoyens un espace concret pour s'exprimer, poser des questions et partager leurs préoccupations. Concrètement, une démarche de consultation pourra être déclenchée par le conseil municipal selon l'ampleur d'un projet, ses impacts sur le milieu, les enjeux de cohabitation, de mobilité ou d'environnement, ainsi que l'intérêt ou les préoccupations exprimées par la population. Toute la documentation pertinente sera mise à disposition sur le site Internet de la Ville avant chaque rencontre pour favoriser une participation éclairée. Les consultations seront menées par le nouveau comité de consultation citoyenne pour les grands projets urbains. Il regroupera 3 citoyens, 3 élus et 3 membres de l'administration municipale. Son mandat est principalement de recueillir les préoccupations et les commentaires exprimés lors des consultations et de formuler des recommandations afin d'éclairer le conseil municipal dans sa prise de décision. Bien que le conseil conserve la décision finale, ces recommandations feront l'objet d'un retour public. La Ville est actuellement à la recherche de citoyens intéressés à s'impliquer au sein de ce comité. Tous les détails et modalités de participation seront disponibles sur notre site Internet dès mercredi. Après les consultations, les procès-verbaux, les recommandations formulées et un compte-rendu des suites données par le conseil municipal seront publiés. L'objectif est clair, permettre aux citoyens de comprendre les enjeux, de se prononcer en amont et d'assurer une transparence tout au long du processus décisionnel. Cela dit, chaque citoyen a une responsabilité. Malgré toute la bonne volonté de nos équipes, je vous encourage fortement à demeurer à l'affût de nos communications et à répondre présent aux différents rendez-vous auxquels vous serez invités. Enfin, je tiens à remercier les équipes du service de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que celles de la direction des communications et de la participation citoyenne et de la direction générale qui ont travaillé très fort dans les dernières semaines pour que cette démarche voie le jour, soit bien encadrée et soit un succès. J'ai aussi une autre bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. Dès demain, certaines demandes de permis et de certificats pourront être effectuées en ligne. Il s'agit d'une première phase d'un virage numérique que nous souhaitons poursuivre avec l'objectif qu'à terme, l'ensemble des demandes puissent se faire en ligne, comme c'est déjà le cas dans plusieurs autres villes au Québec.
Ce nouveau service a été pensé dans une optique de simplification et d'amélioration de l'expérience citoyenne. L'ensemble du processus pourra désormais être complété via la plateforme en ligne, dépôt de la demande, transmission des documents requis et paiement par carte de crédit. Les demandeurs recevront également un courriel de confirmation leur permettant de suivre l'état d'avancement de leur dossier. Pour les permis qui ne sont pas encore offerts en ligne, il demeure possible de transmettre une demande par courriel en acheminant le formulaire et les documents requis à l'adresse permis@commercial-saint-hyacinthe.ca. Et bien entendu, pour les citoyens qui le souhaitent, l'ensemble du processus de demande de permis ou de certificat peut toujours être effectué en personne au service de l'urbanisme et de l'environnement situé au 955 rue Morrison, selon les heures d'ouverture habituelles. Dans un autre ordre d'idées, nous publierons cette semaine les faits saillants du bilan 2025 de notre plan d'action à l'égard des personnes handicapées. À ce jour, 97 % des actions prévues dans le plan ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Et une dizaine d'actions spontanées se sont ajoutées au bilan annuel. C'est une excellente nouvelle. Tendre vers l'accessibilité universelle, c'est permettre à toute personne, quelle que soient ses capacités, de préserver son autonomie et de favoriser son inclusion dans toutes les sphères de la vie. Je suis d'autant plus fier de vous informer que pour une deuxième année consécutive, l'Office des personnes handicapées du Québec, l'OPHQ, a souligné l'excellente qualité de notre plan d'action et des mesures qui le distinguent. En suivant les recommandations de l'OPHQ, la Ville s'est dotée d'un cadre de référence pour le programme d'intégration en camp de jour estival. De plus, le projet Regard hybride a permis d'explorer le territoire sous un angle sensible et inclusif, où chaque œuvre vise à capter les patrimoines humains, culturels, naturels et bâtis de Saint-Hyacinthe. Grâce à ce projet, les participants ont pu partager la beauté et l'énergie de leur lieu préféré, permettant à la Ville de faire découvrir la vision des citoyennes et citoyens vivant en situation de handicap. La diffusion du bilan 2025 et du plan d'action 2026 est l'occasion de réitérer notre engagement à réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Je tiens à exprimer ma grande fierté envers le travail remarquable que toutes les personnes impliquées, dont l'engagement envers l'accessibilité universelle est exemplaire. Nos nouvelles éditions des bulletins municipaux seront disponibles dès demain en ligne et jeudi dans nos bâtiments municipaux. Vous pouvez consulter le Haut rythme de Saint-Hyacinthe pour en connaître davantage sur les actualités municipales et retrouver la programmation du printemps dans le loisir. La semaine de relâche arrive à grands pas. Pour l'occasion, les corporations de loisirs de quartier de Saint-Hyacinthe organisent des activités spéciales qui se tiendront du 28 février au 8 mars. De plus, des camps de jour seront offerts dans plusieurs quartiers, ainsi que dans certains organismes sportifs. Du côté de la Ville, après le succès rencontré l'an passé, les séances de patins disco au stade LP Gaucher sont de retour. Le désormais traditionnel party mousse avec Kiro le clown au centre aquatique des Jardins se tiendra le mercredi 4 mars, sans oublier la présence du Weebit dans le bassin compétitif plusieurs fois pendant la semaine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, profitez aussi de la relâche pour relever le défi des écureuils dans les sentiers du parc Les Salines. Et bien sûr, fidèles au rendez-vous, les nombreuses patinoires des corporations de loisirs, ainsi que l'anneau glacé du parc Casimir-des-Sols et la patinoire du parc Les Salines seront ouvertes pour le plus grand bonheur des amateurs de patins. Notez toutefois que l'ouverture de celle-ci et la qualité de la glace sont tributaires de la météo. Pour trouver les coordonnées des organismes et vous inscrire aux activités, consultez la page spéciale de la semaine de relâche au sainthyacinthe.ca/relâche. Nous en sommes maintenant à la période de questions du public. Pour cette période de questions, les citoyens et citoyennes peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant 17 h le jeudi précédant la séance. Elles peuvent aussi se présenter en séance publique.
Ce soir, nous allons alterner entre les questions reçues en ligne et celles des gens présents ici ce soir. Je vais prendre une première question d'une personne dans la salle. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne crois pas, hein? Le micro Oui, fonctionne? on vous entend bien. Parfait. Myriam Morin, résidente de la Providence. Je ne sais pas, Bernard Barré, ici. Depuis 2007, propriétaire d'une maison bigénérationnelle. Ma question est en lien avec l'augmentation de 24 de mon compte de taxes municipales survenu en janvier. La plupart des propriétaires de maisons bigénérationnelles ont connu une augmentation significative de leur compte de taxes. Mon collègue ici, de 27 Pour contextualiser, j'habite avec ma mère de 75 ans. Les enfants sont partis pour études. Nous sommes 3 dans la maison. Donc, ma question, elle est précédée de 4 considérants. Considérant que l'évaluation foncière d'une maison bigénérationnelle reflète déjà sa superficie et sa valeur accrue, lesquelles servent de base au calcul de taxes, considérant que les services municipaux ne sont pas doublés dans les faits pour les maisons bigénérationnelles, qui sont des maisons unifamiliales avec une seule entrée d'eau, un seul service pour les vidanges, considérant que le plan stratégique de la Ville de Saint-Hyacinthe vise la densification douce, vous venez justement d'en parler, le maintien des aînés, puis les services aux familles. Considérant que les villes comparables comme Saint-Bruno-de-Montarville, Grimby, Drummondville, bref, toutes les villes que j'ai contactées ne demandent pas de tarification supplémentaire pour les maisons bigénérationnelles, ma question, très bien choisie, se formule comme suit. Comment la Ville justifie-t-elle l'ajout d'une tarification additionnelle pour les maisons bigénérationnelles alors qu'elles sont déjà taxées pour leur valeur, qu'elles utilisent des services comparables à une maison unifamiliale de même valeur et que les municipalités voisines ne pénalisent pas ce modèle d'habitation pourtant cohérent avec les objectifs de densification? Bien, merci pour votre question, Mme Morin. C'est une décision qui avait été prise à l'époque, début octobre 2025, en lien avec la possibilité de construction d'unités d'habitation accessoires. Par souci d'équité, le Conseil de ville, à l'époque, avait décidé de tarifier la même chose pour une unité d'habitation accessoire, un logement aménagé dans une résidence, un studio qui est très, très petit, une résidence où il y a des 2,5, des 3,5, chaque unité. Puis c'est au niveau des frais, au niveau des frais relatifs à l'usage de l'eau, des vidanges et des égouts que vous avez été augmenté, pas le compte de taxe normal, parce que le compte de taxe normal tient en compte la valeur de votre maison. C'est qu'avant ça, vous aviez seulement un permis annuel à demander. Maintenant, on vous charge 2 fois la taxe d'eau, la taxe d'épuration et la taxe des vidanges. Ce que je peux vous dire, c'est que M. Barré a amené le point. Je pense qu'un autre, M. Charon aussi en a amené le point. Éventuellement, on va avoir un rapport qui va nous être présenté par la direction générale et il y aura une décision qui sera prise à ce moment-là. Mais on vous entend bien, on a compris votre question, puis on comprend le sens de votre question. Mais je ne vous donnerai pas de réponse officielle ce soir, mais on va se pencher sur le dossier et vous revenir. M. Barré veut prendre la parole. Monsieur le maire, le plus important. J'ai eu l'honneur d'être impliqué dans la première maison bigénérationnelle à Saint-Hyacinthe. C'était en 1998. C'était sur la rue Saint-Charles à Providence. Donc, ce dossier-là, bien entendu, a passé les... J'ai eu l'honneur d'être impliqué dans la première maison bigénérationnelle. C'était sur la rue Saint-Charles à la Providence en 1998. Donc, ce dossier-là a vieilli beaucoup, là, 28 ans plus tard. Et effectivement, avec des informations pertinentes, parce que Mme Morin travaillait pas mal fort par rapport aussi aux comparables, aux autres villes, etc. Fait qu'on aime bien, là, on ramène ça souvent. J'avais demandé il y a 3 semaines à Mme Frigon, puis Mme Frigon a dit pas de problème avec ça, pour que ça soit à une éventuelle plénière. Actuellement, nos services travaillent là-dessus, là. Que ce soit l'urbanisme, le génie, les finances, etc., pour arriver à quelque chose qui serait acceptable, qu'on soit capable de s'ajuster. Donc, je remercie Mme Morin de ces informations. J'ai discuté avec elle quelques fois. Et puis, moi, je suis vraiment comme confiant qu'on devrait arriver avec quelque chose qui devrait faire, j'espère, satisfaction. Merci, M. Barré. Est-ce que je peux rajouter un mot par rapport au principe d'équité que vous avez soulevé? Oui. Vous parlez d'équité avec les autres habitations. J'aimerais vous souligner que une maison bigénérationnelle, c'est pas à revenu. Ça déduit pas, ça peut pas déduire ses dépenses comme les autres duplex.
Donc, c'est déjà en soi pas équitable au niveau fiscal. Mais moi, je vous rappelle que quand on avait pris la décision à l'époque, le conseil municipal 2021-2025, c'est un peu là-dessus qu'on s'était basé. Mais il y a peut-être des angles morts qu'on n'avait pas vus, qu'on va se repencher sur le pourquoi. Je ramène aussi l'angle mort qu'il y a des coûts aussi qui ne sont pas mesurables par rapport à un grand découragement, une dissuasion de s'installer à Saint-Hyacinthe quand le compte de taxes va coûter 20 plus cher pour la bigénération. Je travaille à Granby comme enseignante, je travaille à Drummondville. Je fais le choix de rester dans ma ville natale, mais c'est quand même questionnable quand je regarde dans mes milieux d'habitation que ça a un impact sur des choix de vie de famille de s'installer à Saint-Hyacinthe. Mais on vous comprend bien, on va faire des vérifications avec d'autres villes aussi, voir ce qui se fait ailleurs. Mais vous avez déjà fait pour nous Granby, Drummondville, mais on va aussi vérifier dans d'autres villes ce qu'ils font. Merci pour votre écoute. Puis si vous avez besoin de quelqu'un d'impliqué, vous pouvez compter sur moi. Et merci, Mme Morin. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, allez-y. Vous êtes monsieur? Éric Fontaine, du quartier d'Ouville, conseiller Cendré. J'aimerais juste qu'on prenne aussi en considération la plupart du temps de bigénération, on est proche aidant aussi. Ce qui veut dire proche aidant, c'est on aide les papas ou les mamans dans les tâches de tous les jours. Ce qui veut dire qu'on manque du travail, on n'est pas rémunéré. Je sais que c'est pas le problème de la ville, mais je veux juste qu'on soit conscient que la plupart du temps, on a des pertes de salaire. Puis l'augmentation, moi, dans mon cas, c'est 27 juste sur la section Les services, oui. Mais ce 27 %-là, il faut que je le trouve à quelque part. Puis on s'entend qu'on n'a pas de revenus de nos parents. On ne peut pas demander un loyer, parce que ça ne serait pas légal. Et deux, c'est nos parents qui nous ont fait vivre quand même la plupart de notre vie, notre enfance, comme tout le monde, c'est arrivé. Donc, j'aimerais juste qu'on considère ce point-là aussi par rapport aux bigénérations, qui est quand même assez relié au proche aidant en tant que tel. Mais merci beaucoup, M. Fontaine. On vous a bien entendu. J'ai une question en ligne que je vais vous lire de M. Jean-Pierre Chagnon. Bonsoir, M. Beauregard. Dans votre liste de revendications envers le CN, quelle est la réponse au sujet du tunnel de la rue Sainte-Anne? Tunnel, si ma mémoire est bonne, était à l'étude en 2022 pour être refait en 2023. Vous pourriez également ajouter les tunnels des rues Giroir et du boulevard Laurier, qui ont besoin d'une cure de rajeunissement. Merci. Merci pour votre question, M. Chagnon. Initialement, le CN prévoyait intervenir pour imperméabiliser le tablier du pont d'étagement du tunnel Sainte-Anne. Aussi, les études préliminaires réalisées par le CN l'ont amené à réaliser des études structurales sur le pont d'étagement, études qui sont en cours. Nous n'avons pas d'autres informations pour le moment. En ce qui concerne les deux autres structures, nous savons que le CN a inspecté et apporté certains correctifs au pont d'étagement du tunnel Giroir au cours des dernières années, mais nous n'avons pas de données en ce qui concerne le pont d'étagement du tunnel Laurier. Je pourrais peut-être rajouter avec le CN, mais on a des points en litige avec eux, plusieurs points. On leur a même adressé des demandes qu'on est toujours en attente de réponse. J'ai même rédigé avec la direction une lettre ouverte qui devrait passer dans le courrier prochainement. Elle est passée la semaine prochaine, désolé, je l'ai manqué. Désolé, tant mieux c'est passé. Désolé, ça m'a glissé entre les doigts, comme on dit. Mais tant mieux parce qu'il y a une lettre ouverte qui a paru. Puis on espère un retour, on met de la pression sur le CN parce qu'on a plusieurs autres petites problématiques avec eux. On espère qu'ils vont nous écouter, nous rencontrer pour essayer d'améliorer ça avec les passages à niveau. On a des passages à niveau. M. Côté pourrait vous en parler longuement sur la rue des Seigneurs Est, si je ne me trompe pas, des Seigneurs Est, où c'est affreux. On a certaines problématiques avec le CN qu'on espère régulariser. Je vais prendre une deuxième question dans la salle, si on a d'autres questions. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers. Daniel Bourgault, Domaine sur le Vert. C'est peut-être mon côté optimiste, M. le maire, qui fait que je m'acharne en pensant tout le temps qu'il y a sûrement possibilité de travailler tout le monde ensemble, qui fait que je suis encore ici ce soir. Je ne sais pas combien de temps que ça va durer, mais à date, mon optimisme fait en sorte qu'on peut sûrement compter sur nos élus pour réussir à travailler ensemble. Et ce que j'ai attendu ce soir dans votre intro concernant la table de concertation m'indique que je suis dans la bonne direction de continuer
à travailler ensemble, là, qu'il y a une possibilité à ce niveau-là. Ce qui m'agace un peu dans ce qui a été mentionné, c'est que j'ai l'impression que ça ressemble à un deuxième CCU. J'en ai pas eu d'autres nouvelles avant, donc on est comme devant un fait accompli que les élus ont décidé quelque chose sans que les citoyens soient impliqués directement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas là, puis qu'on avait comme demandé. Puis on se dit, mais pour quelle raison que la Ville refuse de former un comité de citoyens pour établir les paramètres de cette table de concertation? Travailler encore ensemble pour établir, pas parce qu'on a la réponse, on l'a peut-être pas plus que vous autres. Sauf que si on travaille ensemble, on a peut-être des idées, puis avec les vôtres, on va réussir à faire quelque chose qui ressemble à Saint-Hyacinthe. Puis je ne vois pas ça. J'ai l'impression qu'on est en train de nous dire, on a pensé pour vous autres comme un bon père de famille, pense à ses enfants mineurs, puis disent, c'est la meilleure chose à faire, parce que vous n'êtes pas au courant de tout. Mais on veut être là, ça nous touche. Donc, pour quelle raison, ma question est dans ce sens-là, pourquoi que la Ville refuse de former ce comité-là avec les citoyens? Pas plus tard, on va vous présenter quelque chose, mais regardez les paramètres que pourrait avoir cette table de concertation-là, puis après, on en discutera, mais qu'on en discute ensemble au lieu de se faire dire, on a décidé que, bon, on va avoir 3 élus. Oui, mais 3 élus, moi, là, s'il y a quelqu'un de, je ne sais pas, j'ai rien contre la Providence, Saint-Joseph, mais que ce soit des gens qui viennent d'ailleurs pour décider derrière chez moi ce qui devrait être, je sais pas, non, c'est les citoyens qui devraient discuter, devraient être... Mais ça, c'est entre nous, on devra discuter. Donc, ma question, je reviens à ça. Pour quelle raison que la Ville refuse qu'il y ait ce comité-là pour mettre les paramètres de départ ensemble, qu'on puisse travailler ensemble puis montrer aux autres villes qu'on est capable de le faire? Première question. Deuxième question, elle va être beaucoup plus courte. Qui exactement évalue le degré de quiétude, d'intimité, de sécurité, d'harmonisation avec le quartier et de l'impact significatif sur le quartier et ses résidents lorsque l'évaluation et l'acceptation de projets immobiliers? Qui fait ça? Parce que, selon moi, à toute personne que je questionne, qui est fonctionnaire, qui est à la direction du général ou ailleurs, au génie, personne ne le sait. Puis la seule réponse qu'on a, dit « Ah, c'est pas dans mon secteur. Ah, c'est pas dans le génie, je peux pas rien te dire. Ah, c'est pas... On dirait qu'il n'y a personne qui est capable de dire, lorsqu'on évalue des projets, voici qui s'en occupe, puis qu'est-ce qu'on tient compte. Ma question, c'est qui? Voici mes 2 questions, M. le maire. Mais qui, en bout de ligne, c'est le conseil de ville, sous les recommandations de nos services. C'est sûr que chaque service fait ses recommandations. Puis le conseil de ville, on a été élu pour prendre des décisions en bout de ligne, que c'est le conseil de ville qui décide si on va aller en consultation ou pas. C'est ce que je pourrais vous répondre. Et puis à votre première question, pourquoi on vient de sortir d'une consultation publique au niveau de notre politique citoyenne, on a consulté. On s'est inspiré aussi de certaines villes, de ce qui se fait ailleurs. On a regardé Magog, on a regardé dans d'autres villes. On a essayé de faire quelque chose qu'on pense qui est à la couleur de Saint-Hyacinthe pour améliorer les choses. Mais il n'y aura pas des consultations publiques sur chacun des projets, là. C'est des projets structurants, des gros projets qui questionnent énormément. Mais les petits projets, là, ils ne seront pas emmenés à cette table-là. Là. C'est les gros projets qui vont être emmenés là. Oui, mais M. le maire, c'est quoi un petit, puis c'est quoi un gros pour vous autres, puis c'est quoi un petit et un gros pour la population? Mais des fois, gens qui vivent ça, là... Mais des fois, ça peut être un plus petit projet qui peut amener des contraintes qu'on va emmener là. Mais en général, c'est plus des projets qui sont plus structurants, des projets urbains. La seule chose que je demande, M. le maire, c'est pourquoi il n'y a pas un comité citoyen et élu pour regarder les paramètres. Est-ce que ça rejoint l'un et l'autre et qu'on a une acceptation sociale par la suite? Ce n'est que, il me semble, c'est pas très compliqué. Puis on dirait qu'on recule encore. On est encore à... La Ville va décider pour nous autres. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il y a 63 % de la population qui ne veulent plus voter et qui ne veulent plus venir parce que vous allez tous décider à notre place.
Mais on ne décide pas tous à tout à votre place. On essaie de décider avec vous, pour vous. C'est le même qu'on le voit, là. Puis quand je parlais de ma deuxième question, M. le maire, qui vient voir dans les quartiers, là, au niveau de la sécurité, de l'harmonisation et tout, qui viennent consulter les citoyens pour savoir, est-ce que c'est vraiment ça que vous avez? Mais en bout de ligne, chacun des districts a un élu qui doit faire son travail, puis d'essayer de rencontrer son monde, puis de s'assurer que ce qui se passe dans son district, ça va bien, puis d'informer les gens des dossiers à venir. Puis après ça, on a des équipes municipales qui travaillent là-dessus pendant des mois, des fois, sur des projets. Mais vous comprenez, la table de concertation aiderait ça. Mais on a créé une table. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que j'ai l'impression que peu importe ce qu'on aurait pu créer, vous n'auriez pas été satisfait. Non, c'est pas vrai, ça, M. le maire. Ça, non. C'est totalement faux. La même chose que quand vous dites la population, on en veut de la densification, mais pas de ma cause. Ça aussi, c'est faux. Tout le monde le sait qu'on a besoin d'une densification. C'est comment elle va se faire. Donc, mais parce que quand on rencontre des citoyens, là, les gens nous disent tout, oui, on est d'accord, mais venez pas proche de chez nous, allez faire dans le quartier plus loin. Mais c'est ça qu'on se fait toujours dire. Là. Moi, c'est pas vous, M. Bourgault, qui rencontrez les citoyens, c'est nous autres, les élus. Puis c'est ça qu'on se fait dire à chaque fois. À chaque fois, les citoyens nous disent, oui, on est d'accord, mais venez pas proche de ma rue, venez pas proche de mon terrain, allez-vous-en ailleurs. Mais ailleurs, c'est où ailleurs? Oui, c'est ça qu'il faut essayer de déterminer. J'ai Mme Frigon qui veut ajouter un petit quelque chose. Allez-y, Mme Frigon. Pour votre bénéfice, M. Bourgault, moi, je suis étonnée de vous entendre déjà déçu, puisque... je ne suis pas si déçu, sinon je ne serais pas ici. Permettez-moi de terminer mon intervention. Donc, il y aura point de presse mercredi cette semaine où la politique, elle va être adoptée ce soir, mais la présentation de la politique, sa composition, ce soir, M. le maire, dans son mot d'introduction, a effleuré quelques éléments de la politique, mais il y a quelques pages dans la politique où on détermine sa composition, qui sera là-dessus, quel sera le rôle de ce comité-là, quels élus vont être là-dessus et quelle place ça va prendre dans la ligne du temps du choix d'aller de l'avant dans un projet ou pas. Donc, et de plus, ce soir, on va adopter aussi avis de motion pour l'adoption d'un règlement de constitution. Donc, mercredi cette semaine, point de presse. Après ça, tous les documents vont être disponibles sur le site Internet. Je vous invite à en prendre connaissance. Vous allez voir que c'est une réflexion que le Conseil a quand même portée depuis plusieurs mois. Et il y a aussi les critères de sélection qui viennent déterminer quel est un projet structurant, un projet qui a un impact majeur de requalification dans son secteur d'activité. Parfois, ce sera un gros projet, un gros étant plusieurs unités d'habitation, mais parfois, ça peut être un petit ou plusieurs petits projets qui viennent changer le visage du secteur. Mais sachez une chose, c'est que ce sont les citoyens du quartier touchés par le projet qui vont être consultés. Et ce comité-là va avoir le loisir de faire des recommandations, non pas au CCU, mais directement au conseil municipal, avant justement d'aller présenter le projet au CCU. Donc, c'est vraiment une partie qui va s'inscrire dans le processus avant tout le processus légal d'adoption d'un nouveau projet. Donc, soyez patients. Minimalement, attendez à mercredi, il reste 2 jours. Prenez connaissance des documents. Je suis à peu près certaine que votre discours de ce soir va s'adapter à cette présentation-là. Mme Frigon. Je ne dis pas que les élus travaillent mal. Je dis seulement on se sent comme mis à part. C'est tout. Donc, c'est la seule chose que je mentionne. Je ne dis pas que ce que vous allez présenter, c'est pas correct du tout. C'est pas ça que je mentionne du tout. Merci. Fait, on va y aller avec notre réunion. Non, notre période d'information des membres du Conseil. Je vais commencer avec M. Huard. Rapidement, ce soir, là, un petit point, Monsieur le maire. On parle souvent de sécurité autour des écoles. On en parle. Puis là, on se rend compte, nos équipes travaillent sur le terrain, nos préposés, puis émettent des contraventions, pas aux voisins, pas aux passants, mais pour la plupart du temps aux parents. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir la prise de conscience parce que actuellement, au domaine sur le verre, il y a beaucoup de constats qui ont été émis, mais il y a un affichage qui est présent actuellement. Souvent, on pourrait se dire on ne peut pas stationner nulle part.
il y a des affiches qui nous l'empêchent, ou je suis juste là 2 minutes. Mais pendant qu'on stationne là pendant 2 minutes, bien, on cache la visibilité pour l'autobus, pour les autres parents. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre un temps de pause comme parent puis se dire je peux stationner à côté, une rue plus loin, puis on marchera, on prendra le temps. La vie, là, c'est tellement court là, que si on ne fait pas attention à nos petits-enfants, juste en regardant autour de nous ou en étant toujours pressé, bien souvent, on nuit à notre voisin qui est peut-être l'ami de notre enfant, puis une fois que notre enfant est déposé, c'est fini. Fait qu'il y a plusieurs constats qui ont été émis, puis il y a plusieurs autres opérations qui vont avoir lieu dans plusieurs écoles. Soyons conscients que chaque automobiliste peut faire la différence. C'était tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Huard. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, sur le même élan que mon collègue, dont c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, mercredi. Bon, à la consultation citoyenne. J'aimerais faire mention d'un objet qui se trouve aux intersections. Il est de forme octogonale, rouge, et c'est marqué « Arrêt, stop » dessus. Monsieur le maire, je marche beaucoup à Saint-Hyacinthe et c'est incroyable comment ce petit article sur l'intersection est optionnel. Les gens passent tout droit, de façon éhontée, particulièrement lorsqu'on est en retard le matin ou qu'on est pressé d'arriver à la maison le soir. Alors, encore une fois, c'est une mauvaise habitude que les conducteurs québécois ont, de faire un stop dit à l'américaine, et ça peut occasionner des accidents. Alors, je réitère, la petite pancarte-là n'est pas optionnelle. C'est un arrêt obligatoire. Merci, M. le maire. Merci, M. Thériault. M. Côté. Oui, merci. Merci, M. le maire. Bougez pas. OK, c'est bon. Je ne reviendrai pas longtemps sur ce que vous avez mentionné par rapport, encore une fois, à la rue des Seigneurs et le passage à niveau. Ça a été bien traité dans le journal. Et encore une fois, vous pouvez voir dans le public les efforts que la Ville met pour essayer de négocier avec cette entité-là qui appartient aux citoyens. Le Canadien national, c'est une entreprise fédérale qui nous appartient. Et c'est incroyable de se rendre compte que la négociation avec cette entité-là est absolument inexistante. Je le dis souvent, des fois, parfois à la blague, négocier avec les talibans, ça serait, je pense, plus facile que de négocier avec les gens du CN. L'autre alternative, ça sera évidemment, à un moment donné, de nos 2 députés au provincial ou au fédéral, parce qu'il reste que les passages à niveau dans ce qui concerne Saint-Hyacinthe ici, c'est sur les voies publiques provinciales et la réglementation sur les transports ferroviaires, c'est fédéral. C'était très bien décrit dans l'article. Encore une fois, bon, c'est une frustration, du moins dans mon district et aussi dans l'ensemble de la population, et tout le trafic en général qui circule sur ces avenues-là. Merci, M. le maire. Merci, M. Côté. M. Caron. Monsieur le maire, au mois de novembre, on a fait tous ensemble une grande consultation. On a été à la rencontre de la plupart de nos citoyens dans nos quartiers. Je pense qu'on a été à l'écoute de leurs demandes, puis ce que M. Bourgault veut, c'est ce qu'on a mis en place, ce qui va être adopté avec le projet de règlement mercredi. On a fait travailler nos différents départements dans la ville pour justement arriver à quelque chose qui convient à l'ensemble du Conseil. C'est unanime ce qu'on va mettre en place. Puis c'est un mécanisme, selon moi, qui va répondre aux attentes de l'ensemble, majoritairement de l'ensemble des citoyens. La consultation, on en fait encore. La consultation publique qui s'en vient pour notre règlement d'urbanisme, M. le maire. Le 9 avril, à 18h30, au centre aquatique, ça va être pour le commerce et l'industrie. Le 16 avril, pour la mobilité. Le 23 avril, c'est pour le logement. Le 30 avril, c'est pour la densification. Et le 21 mai, il y en a une autre aussi, une consultation, toujours au centre aquatique, à partir de 18h30. La consultation, on a avant les séances publiques, quand les recommandations qu'on va recevoir de la nouvelle réglementation, bien, on va en prendre connaissance, puis ça va nous aider à prendre une décision sur les orientations qu'on va prendre.
Fait que la consultation, M. le maire, on en a. On a été à l'écoute de nos citoyens et c'est la réglementation qui va être adoptée. Moi, je suis entièrement satisfait de ce qu'on va mettre en place, M. le maire. De plus, c'est le temps des impôts. Le Centre d'action bénévole offre, pour les personnes à faible revenu, la clinique d'impôt du 2 mars au 30 avril. C'est le temps de prendre des rendez-vous. Fait que ceux qui ont besoin des besoins pour faire leur rapport d'impôt, appelez au Centre d'action bénévole au 773-4966, poste 1. Dernier point, c'est l'AGA des loisirs Christ-Roy. On a besoin de gens aux loisirs Christ-Roy le 24 février à 18h45 au Centre communautaire Christ-Roy sur la rue Vaudreuil. Merci, M. le maire. Merci, M. Caron. M. Barré. Monsieur le maire, Assemblée générale annuelle des loisirs La Providence au Centre communautaire, c'est mercredi le 18 février, dans 2 jours, à 19h. Impliquez-vous, on a besoin de vous. Merci, M. Barré. Mme Gosselin. Oui, Monsieur le maire, j'ai 2 sujets. Le premier, vous voyez, j'ai un beau petit cœur bleu. C'est en geste pour la mobilisation des travailleurs étrangers temporaires et orphelins, programme PEC, là, programme de l'expérience québécoise. L'Union des municipalités du Québec nous invite la population à porter ce cœur bleu en geste de ce que je viens de mentionner, autant pour les gens, les élus, et ainsi que l'ensemble des organisations. De porter ce cœur bleu-là, c'est un geste simple, symbolique et porteur qui témoigne de notre solidarité avec ceux qui contribuent à chaque jour à la vitalité. Il y a nos entreprises ici dans la région qui a des personnes concernées, touchées, qui sont concernées. Donc, je crois à cette cause-là. C'est pour ça que j'ai porté mon beau petit cœur bleu. Mon autre sujet, c'est pour faire un retour sur le dossier concernant les panneaux d'adresse civique qui étaient au début de la pointe du jour. Monsieur Régent Richard s'est présenté à la séance du conseil municipal le 15 décembre dernier afin de demander le retrait de ces panneaux qui étaient devant sa propriété et ainsi de ses voisins. Cette demande était appuyée par une pétition signée par l'ensemble des 32 propriétaires concernés sur leur résidence située du 67-75 au 71-10, rang de la Pointe-du-Jour, qui est du début de la Pointe-du-Jour jusqu'au Petit Ruisseau. Les citoyens évoquaient le fait que c'était un caractère davantage urbain que rural de ce tronçon, ainsi que la proximité de leur résidence. Après analyse à la plénière du 12 janvier, le Conseil a autorisé le retrait de ces panneaux et, il y a quelques semaines, ces panneaux-là ont été enlevés. Donc, je tiens à remercier M. Régent Richard pour son implication et sa démarche dans ce dossier-là. Et de même, M. Richard remercie le Conseil municipal d'avoir écouté sa demande et d'avoir passé à l'acte, ainsi qu'à l'administration et les services concernés. Merci, M. le maire. Merci, Mme Gosselin. Mme Bédard. Merci, M. le maire. J'ai un point ce soir. J'aimerais faire du pouce, en fait, sur M. Caron qui parle de participation citoyenne, de consultation. Il y en a une qui n'a pas été énoncée. Donc, les commerçants de l'avenue Saint-Louis dans Saint-Joseph ont reçu une lettre d'invitation et dans le quartier Saint-Thomas et dans le quartier Sainte-Rosalie, certaines rues également, une lettre d'invitation pour une soirée d'information citoyenne pour le changement de zonage. On se souvient qu'il était venu, Saint-Thomas, apporter une lettre suite à l'adoption du nouveau plan d'urbanisme. Donc, on les invite, ils ont reçu toute une lettre d'invitation. Je réitère verbalement de venir à cette soirée-là. Ça se passe donc le 26 février 2026 à 17h à la bibliothèque Théâtre Saint-Germain. Donc, tous les commerçants de l'avenue Saint-Louis et dans les quartiers de Saint-Thomas et Sainte-Rosalie aussi, les rues impliquées, ceux qui ont reçu des lettres, de venir. C'est le temps de venir poser vos questions, vos préoccupations. L'équipe va être là, donc on va être là, les élus également, donc le 26 février 2026 à 17h à la bibliothèque. Merci, M. le maire. Merci, Mme Bédard. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Je n'ai pas d'informations à ajouter ce soir. Merci, M. Bousquet. Mme Chénier. Merci, M. le maire. Très brièvement, juste pour rappeler qu'il reste quelques billets à vendre pour la super soirée Casibourg au loisir Bourgeois qui va avoir lieu samedi. Donc, pour 50 $, ça semble un gros montant, mais c'est un souper 3 services, c'est un cocktail de bienvenue, c'est des jetons pour jouer au casino,
Et puis, il va y avoir plusieurs prix de présence, de l'animation sur place. Puis tout ça, c'est pour une bonne cause, c'est-à-dire que tous les profits vont à la Bourse Jolie, qui est un fonds d'aide pour les familles à faible revenu qui veulent inscrire leurs enfants au loisir ou au camp de jour cet été. Donc, il reste quelques jours pour vous acheter un billet en appelant au 450-773-1824 ou en vous rendant directement au loisir. C'est tout, merci. Merci beaucoup, Mme Chénier. Monsieur Charon, Oui, est-ce que vous allez monter sur votre chaise? Pardon? Allez-vous monter sur votre chaise? Non, pas vraiment, Non. sur le bureau. Non, sérieusement, j'ai 2 points. Le premier, il est facile. C'est le centre communautaire Douville-Nord Notre-Dame. Je demande à la direction générale de débiter, s'il vous plaît, les besoins spécifiques et financiers pour mener le district Douville-Nord Notre-Dame d'un centre communautaire digne des années d'aujourd'hui. Pour le prochain PTI 2027, ce centre doit être inscrit de façon super importante parce qu'on est le seul centre dans la ville de Saint-Hyacinthe qui a un centre communautaire vraiment désuet. Mes collègues au conseil, comptez sur moi que je vais vous en parler à tous les mois pour réaliser ce projet-là, idéalement dans le plus bref délai. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est la non-conformité du système de drainage des égouts inversés. Dans le district Douville-Nord Notre-Dame, plus de 59 résidences touchées par le problème. C'est le quartier qui y en a le plus dans la ville de Saint-Hyacinthe. Je comprends que c'est des constructions des années 2004-2008. Et depuis ce temps-là, il y a eu 2 ou 3 nouveaux acheteurs qui ont acheté ces maisons-là. Et aujourd'hui, elles ne sont même plus conformes. C'est inacceptable. Tous les résidents ont reçu une lettre les obligeant à se conformer d'ici 18 mois. Sinon, il y aurait des amendes de 2 000 $ par jour. Et on s'entend, là, c'est que 2 000 $ par jour, là, je comprends là, que peut-être que la ville ne va pas l'appliquer, mais 2 000 $ par jour fois 365 jours, c'est 730 000 par année. 2 ans, si la personne ne veut pas payer, c'est 1 460 000. Hey, on est rendu plus coriace que le ministère du Revenu ou Revenu Canada. Ça, je n'en reviens pas. C'est pas vrai que les résidents vont payer les erreurs du passé, sachant très bien que les fautifs étaient très bien au courant de la problématique, incluant la ville. En date d'aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs appels et courriels de mécontentement, de colère, sachant qu'ils ne sont même pas responsables de ce problème. Il y a même des gens qui m'ont appelé et ils pleuraient au téléphone parce qu'ils n'ont pas la capacité de payer cette somme-là pour réparer ce problème-là. Alors, je demande que ces entreprises fautives prennent leurs responsabilités et assument leurs manquements et assument tous les coûts pour mettre conforme ces 59 résidents du district Douville-Nord Notre-Dame. Même si la ville n'était pas fautive dans ce temps-là, je veux que la ville soit du côté des résidents et trouve des solutions. On doit être proactif. La solution, selon moi, c'est que la ville convoque rapidement les entreprises fautives et trouve des solutions au terrain ou des terrains d'entente avant que les recours collectifs soient enclenchés avec des frais judiciaires très élevés qui soient imputables aux résidents, à la ville et aux entreprises. Alors, je demande vraiment là, qu'on mette un effort, là, que la ville, que les entrepreneurs mettent de l'eau dans leur vin et qu'on trouve une solution, parce que c'est pas vrai que ces 59 résidences-là, puis il y en a, ils n'étaient même pas au courant de ça, qu'il y avait un problème là, des égouts inversés. Je veux vraiment là, qu'on soit proactif dans ce dossier-là et qu'on aille d'avant et qu'on aide les contribuables de ce secteur-là. Je sais qu'il y en a dans d'autres districts. Dans d'autres districts, il y en a 1 ou 2, mais district Notre-Dame, Douville-Nord, 59 résidences, c'est incroyable. Puis on parle surtout du Havre des Dominicains, là, on ne se le cachera pas. Le Havre des Dominicains. Mais ce règlement-là existait déjà à l'époque, c'est qu'on n'avait pas fait de vérification. On a commencé à faire des vérifications quand on a commencé à travailler sur notre usine d'épuration. C'est là qu'on a commencé à regarder au niveau des branchements inversés, puis de ce qu'on reçoit à l'usine d'épuration qu'on traite pour rien. Parce que tout ce qu'on traite pour rien, c'est de l'argent pour nos citoyennes de la ville, nos contribuables. Mais on a quand même averti l'entrepreneur en question qui est derrière toutes ces constructions-là pour lui demander de prendre ses responsabilités. Puis on a eu une fin de non-recevoir
Ce qu'on a eu comme réponse, c'est les propriétaires nous poursuivront. Mais nous autres, on ne souhaitait pas en arriver là. On aurait souhaité que l'entrepreneur en question prenne ses responsabilités et qu'il fasse ses corrections. Parce que là, ça cause la problématique qu'on vit en ce moment. C'est pas la faute de la Ville, c'est pas la faute des citoyens, mais c'est les citoyens qui se ramassent avec la patate chaude qui doivent devoir se débattre, emprunter probablement, après ça, aller en cours pour se faire rembourser. Puis là, des fois, il faut un poursuit l'autre, jusqu'à ce temps qu'on se rende à l'entrepreneur qui a construit une maison. Des fois, ça peut être une fois, 2 fois, 3 fois qu'elle a été vendue, comme vous avez mentionné. Mais ce qui serait souhaitable, là, c'est que l'entrepreneur en question mette ses culottes et qu'il fasse les réparations parce que c'est de sa faute à lui, c'est pas de la faute à la Ville. Monsieur Charon. Je peux dire à tous mes contribuables qui m'appellent, qui m'envoient des courriels, qui mettent ça sur la glace, parce que si on va à des recours judiciaires, des recours collectifs, ça ne se fera pas dans 2 mois, 3 mois. Ça va prendre 3, 4 ans, 5 ans. Fait que là, ces gens-là peuvent dormir sur leurs 2 oreilles, parce que si on va de l'avant avec les recours collectifs, je ne veux plus qu'ils soient stressés, parce que, je vous le dis, là, M. le maire, on m'appelle, puis les gens pleurent. Fait que moi, là... Il va quand même falloir qu'un jour, la problématique soit... Réglé, parce que ça nous empêche du développement dans ce coin-là en ce moment. Le fait qu'on traite des eaux usées pour rien, de l'eau qu'on envoie à notre usine d'épuration, fait en sorte qu'on ne peut pas donner des volumes pour des nouvelles constructions. Il faut absolument que ça se règle assez rapidement. Vous avez entièrement raison. Cependant, pourquoi qu'on ne sera pas proactif et qu'on met de l'eau dans notre vin, on appelle ces compagnies-là, ces entreprises-là, puis on dit, regardez, il y a un problème. Ils savent qu'ils ont été fautifs. Pourquoi qu'on ne règle pas ça tout de suite au lieu d'attendre dans 4 ans, 5 ans, les frais d'avocats, tout le monde, les avocats qui sont gagnants là. Même, M. Charon, je suis d'accord avec vous. On va le refaire, mais on l'a déjà fait. Mais on va le refaire. Jamais un sans deux. Exactement. Puis pour revenir à votre première intervention au niveau du centre communautaire des loisirs Notre-Dame en ce moment, on va avoir une réunion d'orientation et priorité au mois d'avril pour le conseil actuel. Vous le ramènerez. Puis ça va être de convaincre l'ensemble du conseil que c'est une des priorités. Je vais faire beaucoup je pense que vous allez travailler fort là-dessus. Merci. On va faire beaucoup de maraudage. Merci, M. Charon. Mme Bédard, elle veut faire un petit correctif à son annonce. La publication, parce que mon agenda est bloqué à 17 h, mais les citoyens, les commerçants sont invités à 18h30 à la bibliothèque. Ils peuvent arriver à 17 h, les élus vont être là, mais à 18h30, c'est vraiment la période, là, la consultation va débuter à 18h30. Merci. Merci, Mme Bédard. Excusez, M. le maire. Oui, M. J'ai oublié, moi aussi, quelque chose. Allez-y, il y a toujours le temps. Vous permettez de mentionner que l'Assemblée générale annuelle des loisirs Sainte-Rosalie, ça va se passer ce vendredi, le 20 février. Alors, merci bienvenue beaucoup. Et merci encore pour me donner l'opportunité merci beaucoup, de me corriger. On va y aller avec notre Assemblée, notre séance du Conseil. Le point 3, l'adoption de l'ordre du jour. M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2026. Mme Gosselin. Monsieur le maire, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2026 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, Mme Gosselin. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, maire suppléant, mars à juin 2026, nomination. Je tiens à vous remercier, M. Barré, de m'avoir remplacé à quelques reprises dans les 4 derniers mois. Et c'est à vous de faire la prochaine nomination. M. Barré, allez-y. Monsieur le maire, je propose de nommer M. Donald Côté, notre doyen en âge et en sagesse, conseiller du district numéro 1, Sainte-Rosalie, à titre de maire suppléant pour la période s'échelonnant du 1er mars au 30 juin 2026 ou jusqu'à son remplacement. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, levée de drapeau année 2026, autorisation, M. Charon. Oui, considérant qu'en vertu de l'article 4 de la politique de déploiement des drapeaux de la ville de Saint-Hyacinthe, il est possible pour un organisme sans but lucratif reconnu par la municipalité de déployer son drapeau associatif au mât de l'hôtel de ville afin de promouvoir notamment un événement ou une activité pour une période n'excédant pas 7 jours.
considérant que le Conseil juge opportun d'autoriser les levées de drapeaux pour l'année 2026, considérant le rapport préparé par la Direction des communications et de la participation citoyenne à date du 30 janvier 2026, en conséquence, je propose d'arborer les drapeaux des événements suivants devant l'Hôtel de Ville pour l'année 2026. 1. Semaine nationale de dons d'organes et de tissus du 19 au 25 avril. 2. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai prochain. 3. Journée nationale des patriotes le 18 mai. 4. Campagne de coquelicots à une date à être déterminée au mois de novembre. Et finalement, la grande semaine des tout-petits du 16 au 22 novembre 2026. Merci, M. Charon. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, approbation de la liste des comptes, M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, je propose d'approuver la liste des comptes pour la période du 28 janvier au 10 février 2026 comme suit. Fonds d'administration, 2 302 958,83 $. Fonds des dépenses en immobilisation, 5 205 562,46 $, pour un grand total de 7 508 521,29 $. D'autoriser le trésorier ainsi que l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, rue des Seigneurs S, ajout de feu rectangulaire à clignotement rapide à l'intersection avec l'avenue Marcheseau. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, Mme Bédard. Merci, M. le maire. Cette résolution, en fait, c'est pour demander au MTMD d'analyser une préoccupation sur la rue des Seigneurs, justement pour les citoyens de traversée, direction de l'école et tout ça. Donc, c'est vraiment pour analyser, c'est demander au MTMD là, qu'ils puissent aller de l'avant puis regarder là, c'est quoi les options. Donc, je lis le point, M. le maire. Considérant que la rue des Seigneurs S, route 224, est sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, qu'on appelle le MTMD, considérant que l'ajout de feux rectangulaires à clignotement rapide permettra d'améliorer la sécurité des piétons dans le secteur de l'intersection de la rue des Seigneurs S et de l'avenue Marcheseau. Considérant la recommandation du Comité de circulation et de sécurité routière lors de sa séance du 21 janvier 2026, en conséquence, je propose ce qui suit, de demander au MTMD d'analyser la possibilité d'ajouter des feux rectangulaires à clignotement rapide à l'intersection formée par la rue des Seigneurs S, route 224, et l'avenue Marcheseau. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, prise en compte de l'ouvrage de protection contre les inondations, l'OPI, de la Ville dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle cartographie des zones inondables. M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant qu'en juin 2025, le gouvernement du Québec a adopté un nouveau règlement relatif aux ouvrages de protection contre les inondations, par lequel il fixe les normes de conception et de performance, d'entretien et de surveillance des ouvrages de protection contre les inondations, conduisant à une mise à jour importante de la cartographie des zones inondables. Considérant que la Ville dispose d'un ouvrage de protection contre les inondations sur son territoire et que le règlement adopté lui impose de nouvelles obligations relativement à cet ouvrage. Considérant que la Ville est appelée à aviser le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, de son intention d'être déclaré responsable ou non responsable de l'OPI se trouvant sur son territoire. Considérant l'obligation de transmettre au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs des renseignements relatifs à l'OPI se trouvant sur son territoire en vertu de l'article 89 du ROPI. En conséquence, je propose de s'engager à réaliser une étude de performance d'ici le 1er
mars 2028, à l'égard de l'ouvrage de protection contre les inondations situé le long de la rivière Yamaska, entre les ponts Barsalou et le parc Jeanne-d'Aigle, d'une longueur approximative de 2 km, construit afin de limiter l'expansion naturelle des eaux de la rivière Yamaska et de prévenir toute inondation. De confirmer qu'elle ne détient aucune information laissant présager que l'OPI pourrait ne pas respecter les normes de conception et de performance prévues au règlement relatif aux ouvrages de protection contre les inondations. De reconnaître au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs le droit de refuser toute demande en fonction des informations dont il dispose. De transmettre au même ministère, d'ici le 1er mars 2027, une preuve qu'elle a entrepris les démarches pour réaliser la dite étude de performance. De transmettre une copie de la présente résolution au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, reconstruction de l'égout sanitaire de l'avenue Scott et travaux afférents. C'est un octroi de contrat. M. Côté. Merci, M. le maire et citoyens. En passant, je veux juste remercier pour les bons mots de M. Barré à mon endroit. Il avait raison sur un, l'autre moins. À mon âge, oui, la sagesse, on verra. Alors, on va passer à la résolution maintenant, s'il vous plaît. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour la reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire sur l'avenue Scott et travaux afférents, considérant que ces travaux doivent avoir lieu à l'intérieur d'une période de 4 semaines en continu, comprise entre le 1er mai et le 30 juin 2026, considérant que le contrat débute à compter de son octroi et prendra fin lorsque toutes les obligations prévues au contrat auront été exécutées à la satisfaction de la Ville, considérant la recommandation des services financiers datée du 9 février 2026, alors je propose d'octroyer le contrat relatif à la reconstruction de l'égout sanitaire de l'avenue Scott et des travaux afférents à la société Groupe Allaire et Gens, Infrastructure Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire et forfaitaire, estimé à un coût total de 812 000 taxes incluses, incluant les montants contractuels provisoires prévus au bordereau de soumission, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis, d'autoriser le directeur de services et finances ou, à son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Permettez-moi juste un petit commentaire additionnel, s'il vous plaît, M. le maire, que ces travaux-là sont entièrement aux frais de la Ville, qui émanent de l'infiltration d'eau dans la vieille conduite d'égout qui n'avait pas été changée à l'époque et qui cause problème à notre mini-usine d'épuration à l'extrémité du domaine Scott. Alors, encore une fois, pour les citoyens, c'est à nos frais, c'est la Ville qui va faire ça, avec tout ce qui ça comporte au point de vue infrastructure à l'entrée des résidences. Merci, M. le maire. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux usées pour les années 2026 et 2027. C'est un achat regroupé. C'est une autorisation de dépense. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant la résolution 25-428, adoptée le 4 août 2025, par laquelle le conseil municipal a confirmé l'adhésion de la Ville de Saint-Hyacinthe au regroupement d'achats relatif à la fourniture et la livraison de produits chimiques pour le traitement des eaux mis en place par l'Union des municipalités du Québec. Considérant que lors de son adhésion, la Ville de Saint-Hyacinthe a transmis ses besoins à l'écart des 3 lots suivants. Lot 1B, sulfate d'aluminium, 48 en vrac. Lot 2B, sulfate ferrique, 12,5 en vrac. Et finalement, le lot 3B, hydroxyde de sodium en solution liquide, 50 en vrac. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'autorisation des dépenses découlant du présent contrat,
considérant la recommandation du service des finances datée du 10 février 2026, en conséquence, je propose d'autoriser les dépenses suivantes découlant des contrats octroyés par l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du regroupement d'achats relatifs à la fourniture et à la livraison de produits chimiques pour le traitement des eaux, le tout conforme aux termes et conditions de leur soumission et du devis. Premièrement, premier lot, à la Société de produits chimiques Chemtrade Canada Limited pour le lot 1B, pour une période s'échelonnant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, contrat estimé à un coût total de 1 175 615 93 sous, taxes incluses. Deuxième lot, à la Société Kemira Water Solutions Canada Incorporée pour le lot 2B, pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, contrat estimé à un coût total de 788 728 50 sous, taxes incluses. Finalement, dernier, à la Société Sodrox Chemical Limited pour le lot 3B, pour une période s'échelonnant, comme les deux autres, du 1er janvier au 31 décembre, celui-ci du 1er janvier au 31 décembre 2026. Contrat estimé à un coût total de 119 334,85 sous, taxes incluses. L'Union des municipalités du Québec se réserve le droit de se prévaloir de l'année optionnelle prévue au devis pour ce lot pour la période s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2027. La valeur du présent contrat pour l'année optionnelle 2027 est établie à un montant estimé de 119 334,85 sous, taxes incluses, sans considérer la variation annuelle découlant des mécanismes, c'est bien ça, d'ajustement des prix. Finalement, d'autoriser le directeur des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Charon et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, service professionnel en ingénierie, mise aux normes de l'usine d'épuration. C'est un avenant numéro 8 et 9 et une autorisation d'une dépense supplémentaire, modification de la résolution 20-512, c'est le contrat 2020-005-B. Monsieur Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Notre projet de mise aux normes de notre usine d'épuration progresse et les deux résolutions que je vais proposer ce soir le démontrent bien. Donc, pour la première résolution, il s'agit, là, comme vous l'avez mentionné, d'autoriser des avenants et également d'ajuster les honoraires des professionnels, puisqu'il y a plusieurs avenants qui ont été apportés au projet au fil des dernières années. Et bien sûr, cela a fait varier le coût total du projet, donc les honoraires et le temps de travail qui a été réalisé par les professionnels doit être ajusté, bien sûr. Donc, considérant la résolution 20-512 adoptée le 19 octobre 2020, par laquelle le Conseil municipal a octroyé le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de mise aux normes de l'usine d'épuration à la société FNX Innov, faisant maintenant affaire sous le nom d'Artelia Canada, pour un montant total de 2 498 406,76 sous, taxes incluses, répartis comme suit. Pour l'étape 1 prévue au bordereau de soumission relativement à la réalisation des plans de vie, un montant de 1 274 497,88 sous, taxes incluses, incluant un montant contractuel provisoire de 57 487,50 sous, taxes incluses. Et pour l'étape 2, prévue au bordereau de soumission relativement à la surveillance des travaux, un montant de 1 223 908,88 sous, taxes incluses, conditionnellement à la réalisation du projet et incluant un montant contractuel provisoire de 57 487,50 sous, taxes incluses. Considérant que le Conseil municipal a autorisé des dépenses additionnelles suivantes lors de l'adoption de résolutions antérieures, et je vais vous énumérer ces résolutions. Donc, pour l'avenant numéro 1 et la résolution 21-177, adoptée le 6 avril 2021, pour un montant total de 102 046,06 sous. Pour la résolution 21-504
83, adopté le 4 octobre 2021 pour l'avenant 2, pour un montant total de 112 232,85 $. Pour la résolution 23-193, adoptée le 3 avril 2023 pour l'avenant numéro 3, pour un montant de 407 695,60 $. Pour la résolution 23-717, adoptée le 20 novembre 2023 pour l'avenant numéro 4, pour un montant total de 1 162 773,46 $. Et finalement, pour la résolution 24-435, adoptée le 2 juillet 2024 pour l'avenant numéro 5, pour un montant de 580 081,08 $. Considérant les demandes d'avenant d'Artelia Canada, datées du 3 février 2026, relativement aux travaux additionnels à réaliser, visant notamment la préparation des plans et devis des ouvrages proposés afin d'assurer la conformité aux normes applicables relativement à la problématique des émissions de sulfure d'hydrogène, le H2S, ainsi que l'ajout des services d'accompagnement durant la période d'appel d'offres et les frais de gestion dus à la prolongation du mandat. Considérant que ces travaux engendrent des honoraires professionnels au montant total de 911 037,62 $, taxes incluses, lesquels ne pouvaient être connus ni estimés au montant de l'appel d'offres et, de ce fait, doivent faire l'objet d'avenants au contrat. Considérant que ces derniers avenants sont désignés comme étant l'avenant numéro 8, révision 2, et l'avenant numéro 9, révision 2, au contrat relatif aux services professionnels en ingénierie, dans le cadre du projet de mise aux normes de l'usine d'épuration octroyée à la société Artelia Canada, concernant l'étape 1 de ce contrat. En conséquence, Monsieur le maire, je propose ce qui suit: d'autoriser la dépense additionnelle au contrat relatif aux services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de mise aux normes de l'usine d'épuration octroyée à la société Artelia Canada, concernant l'étape 1 de ce contrat, laquelle est estimée au montant total de 911 037,62 $, taxes incluses, relativement aux honoraires supplémentaires engendrés par l'avenant numéro 8, révision 2, et l'avenant numéro 9, révision 2, portant ainsi le montant total du contrat à 5 676 785,93 $, taxes incluses, et d'autoriser le directeur du service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation, ou en son absence ou incapacité d'agir, le directeur général adjoint au service technique, à signer tout document afin de donner application à la présente résolution, et ce au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, et de modifier la résolution 20-512, adoptée le 19 octobre 2020, en conséquence. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, appel d'offres visant la mise aux normes de l'usine d'épuration, acceptation des critères de sélection. M. Bousquet. Merci, M. le maire. J'ai pris une petite gorgée d'eau parce qu'il y avait beaucoup de chiffres à dire tantôt. Donc, M. le maire, vous vous souvenez que le 1er décembre dernier, j'ai proposé l'octroi d'un premier contrat important pour la réfection de certains bâtiments sur le site de notre usine d'épuration. Par la suite, le 4 décembre, nous avons lancé l'appel d'offres pour solliciter différents soumissionnaires pour réaliser ce fameux grand projet de mise aux normes de notre usine d'épuration. Et là, nous sommes rendus à l'étape où le Conseil souhaite déterminer les différents critères de sélection qui vont nous permettre de choisir le fournisseur qui réalisera les travaux. Et l'objectif du Conseil, c'est d'être capable d'aller chercher non pas seulement un prix compétitif, mais également de regarder les critères de qualité puis aussi de compétence des différents soumissionnaires. Et pour ça, bien, ce qu'on propose ce soir, c'est d'adopter une grille avec des critères de sélection bien précis qui vont tenir compte. Puis je vais l'énumérer parce que c'est important que la population, je pense, sache sur quelle base nous allons sélectionner le soumissionnaire qui réalisera ces travaux de grande importance. Premièrement, on va considérer le profil puis l'expérience des soumissionnaires. Deuxièmement, nous allons aussi examiner ou tenir compte de la compétence puis de l'expérience des personnes clés qui vont travailler, qui vont être responsables du chantier. Nous allons aussi considérer la qualification des ressources complémentaires
et la capacité de relève s'il devait y avoir des changements dans l'équipe. Mais on veut s'assurer que le soumissionnaire soit assez solide pour être capable de remplacer les personnes par d'autres personnes avec les mêmes compétences. On souhaite également tenir compte de l'organisation du travail, de la méthodologie, puis de la compréhension aussi des enjeux par les soumissionnaires. On veut s'assurer qu'ils comprennent bien c'est quoi le mandat, puis c'est quoi le résultat aussi que le Conseil souhaite obtenir. Puis finalement, nous allons considérer le prix qui sera soumis. Alors, M. le maire, considérant que l'article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes permet au conseil municipal de choisir d'utiliser un système de pondération et d'évaluation des soumissions dans le cadre de l'octroi de contrat. Considérant le rapport préparé par le service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation en date du 29 janvier 2026, en conséquence, je propose d'autoriser l'utilisation du système de pondération et d'évaluation des offres prévu à l'article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes pour l'octroi du contrat relatif à la mise aux normes de l'usine d'épuration, le tout tel que mentionné au rapport du service de gestion des eaux usées et de la biométhanisation en date du 29 janvier 2026. Merci, M. Bousquet. Vous avez très bien expliqué la façon de faire. Je vous en remercie. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, jeu de croquet de Sainte-Rosalie Incorporée. Entente visant l'encadrement et l'utilisation d'un immeuble de jeu de croquet. Autorisation de signature, M. Côté. Oui, merci, M. le maire et citoyens. Je vais m'excuser à l'avance de ceux et celles qui jouent à ce site-là, qui prononcent toujours, au lieu de prononcer croquet, prononcent croquet. Alors, je vais prendre la même appellation que vous. Ce n'est pas pour faire un correctif à personne, mais partout dans ce secteur-là, on parle de croquet au lieu de croquet. Alors, voici, considérant la résolution 25655 adoptée le 17 novembre 2025, par laquelle le conseil municipal a autorisé l'achat de l'immeuble ici au 14345 avenue Guy, lequel était la propriété de l'organisme de jeu de croquet de Sainte-Rosalie Incorporée. La vente du lot numéro 2 038 242 du cadastre du Québec. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente visant l'encadrement et l'utilisation d'un immeuble de jeu de croquet à l'intérieur entre la ville de Saint-Hyacinthe et l'organisme Jeu de croquet de Sainte-Rosalie Incorporée pour la période débutant à compter de la date de sa signature et prenant fin le 31 décembre 2030, avec possibilité de renouvellement pour une période additionnelle de 3 ans, telle que soumise. D'autoriser le maire ou, en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière ou, en son absence ou incapacité d'agir, le greffière adjoint, à signer pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Et ça serait un hasard que si vous ne pouviez pas, M. le maire, ce serait moi, maire suppléant, pour le faire. Mais là, on ne vous insistera pas à vous absenter. Merci, M. le maire. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Bédard. Et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, bilan du plan d'action 2025 et plan d'action 2026 visant à identifier et à réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Approbation, M. Côté. Merci, M. le maire, citoyen. Sur un ton un peu plus sérieux, j'ai le plaisir de siéger sur ce comité. Et encore une fois, cette année, notre plan a été très, très bien accueilli au niveau de la provinciale, et ça me fait plaisir de lire cette résolution. Considérant que l'article 61.1 de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale prévoit l'obligation pour les municipalités de 10 000 habitants et plus d'octroyer un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées et décrivant les mesures prises au cours de l'année qui se termine, et les mesures envisagées pour l'année qui débute dans le but de réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Considérant l'importance que la ville de Saint-Hyacinthe apporte à l'intégration des personnes handicapées, en conséquence, je propose ce qui suit, d'approuver le bilan du plan d'action 2025 et le plan d'action 2026 visant à identifier et réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées soumis par le service des loisirs en date du 9 février 2026.
Merci, M. le maire. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, directeur et greffier des services du greffe et de la gestion documentaire, embauche M. Charon. Oui, avec plaisir. Je propose d'embaucher Maître Rebecca Monaco au poste de directrice et greffière des services du greffe et de la gestion documentaire échelon 2, grade 7 de la politique de rémunération des cadres, le tout conformément aux conditions suivantes. 1. De fixer la date d'entrée en fonction de Maître Monaco au 23 mars 2026. 2. De soumettre Maître Monaco à une période d'essai de 6 mois. 3. De permettre à Mme Monaco de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. Et finalement, de se porter garant à s'engager à prendre fait et cause, de même qu'à répondre financièrement à toute faute commise par Maître Monaco dans l'exercice de ses fonctions. J'aimerais rajouter, j'étais présent, j'ai eu l'honneur d'être présent à la première entrevue de Maître Monaco. Je suis convaincu, hors de tout doute, que c'est une très, très bonne embauche pour la Ville de Saint-Hyacinthe. Je souhaite une très, très longue carrière à Saint-Hyacinthe, une des belles villes à travers le Québec. Puis, bravo à la deuxième entrevue. La direction générale a donné suite à la première. Je suis convaincu que vous n'êtes pas trompé. Merci. Merci, M. Charon. J'étais avec vous à cette entrevue, à la première entrevue, et je suis tout à fait d'accord avec vous. On a la bonne personne pour le bon poste, à mon avis. Puis comme on pourrait dire, on est en business pour la suite des choses. J'espère pour longtemps, qu'on va pouvoir l'avoir plusieurs années. Que c'est proposé par M. Charon, c'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, chef de section entretien des immeubles à la division immeubles et projets du service des travaux publics. Promotion, M. Huard. Merci, M. le maire. Ce qui me rend plus fier là, dans cette résolution-là, c'est que c'est une promotion à l'interne. C'est quelqu'un qui gravit les échelons. Ça veut dire qu'il est bien dans son milieu, que c'est quelqu'un qui continue de persévérer, puis que ses efforts portent fruit. Je propose de promouvoir M. James Cadieux au poste de chef de section entretien des immeubles à la division immeubles et projets du service des travaux publics, le tout conformément aux conditions suivantes. 1. Établir la date d'entrée en fonction de M. Cadieux au 17 février 2026. 2. De fixer la rémunération de M. Cadieux à compter de sa nomination à l'échelon 2 du grade 3 de la politique de rémunération des cadres. Finalement, de permettre à M. Cadieux de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Charon et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, préposé à l'administration du service des travaux publics. Nomination, Mme Chénier. Oui, M. le maire. Donc, je propose de nommer Mme Véronique Robitaille au poste de préposée à l'administration au service des travaux publics au grade 5, échelon 3 ans et plus, 35 heures semaine, et ce à compter du 17 février 2026, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conçue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe. Donc, bienvenue et bonne chance à Mme Robitaille. Merci, Mme Chénier. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé. Rapport d'activité de l'an numéro 4, année 2025. Adoption, M. Thériault. Monsieur le maire, alors, considérant le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC des Mascoutins, entrée en vigueur le 15 février 2022, considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité publique, incendie, prévoit que toute autorité locale ou régionale chargée de l'application des mesures prévues par un schéma de couverture de risque doit adopter par résolution, dans les 3 mois de la fin de l'année financière, un rapport d'activité pour l'exercice précédent et les projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Alors, considérant le rapport préparé par le service de sécurité incendie en date du 29 janvier 2026, en conséquence, je propose d'adopter le dit rapport d'activité de l'an numéro 4 du schéma de couverture de risque
en sécurité incendie révisé de la MRC des Mascoutins pour la période s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2025, tel que soumis. De transmettre copie du rapport d'activité de la présente résolution à la MRC des Mascoutins, aux municipalités de Saint-Simon et de la Présentation, ainsi qu'au ministère de la Sécurité publique. Monsieur le maire, j'aimerais féliciter notre service de sécurité incendie pour avoir produit un document de grande qualité dans les temps prévus. C'est tout à leur honneur. Félicitations à toutes celles et ceux qui y ont participé. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Gosselin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, fourniture et livraison de plantes annuelles. C'est un octroi de contrat. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de plantes annuelles, considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 31 décembre 2026, avec possibilité de prolongation pour 2 périodes additionnelles de 12 mois. Considérant que ce contrat sera renouvelé automatiquement à l'arrivée de son terme pour 2 périodes additionnelles de 12 mois, lesquelles s'échelonnent respectivement du 1er janvier au 31 décembre 2027 et du 1er janvier au 31 décembre 2028, conformément au prix prévu au bordereau de soumission pour ces périodes, à moins que la Ville ne fasse parvenir aux fournisseurs un avis de non-renouvellement au plus tard le 30 octobre 2026 et le 29 octobre 2027 de l'année concernée par leur renouvellement. Considérant que les coûts associés à ces renouvellements automatiques sont de 128 452,03 $, taxes incluses, considérant la recommandation du service des finances datée du 9 février 2026, en conséquence, je propose ce qui suit. D'octroyer le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de plantes annuelles à la Société Les Jardins W.G. Charlebois Incorporé, plus bas soumissionnaire conforme soit pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 31 décembre 2026, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 61 180,48 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et aux conditions de sa soumission et du devis. Que ce contrat inclut les 2 périodes de renouvellement automatique de 12 mois, lesquelles s'échelonnent respectivement du 1er janvier au 31 décembre 2027 au montant de 63 232,54 $, taxes incluses, et du 1er janvier au 31 décembre 2028 au montant de 65 219,49 $, taxes incluses, portant ainsi le montant total du contrat à 189 632,51 $, taxes incluses. D'autoriser le directeur du service des finances, soit en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, fourniture et installation de poteaux de bois traités, CCA, classé 4 de 35 pieds. C'est un octroi de contrat. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix pour la fourniture, le remplacement et l'installation de poteaux de bois dans différents secteurs de la Ville. Considérant que ce contrat inclut la fourniture de la machinerie et la main-d'œuvre requis pour exécuter les travaux. Considérant que le contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 31 octobre 2027. Considérant que la recommandation du service des finances datée du 4 février 2026, en conséquence, je propose ce qui suit. D'octroyer le contrat relatif à la fourniture et à l'installation de poteaux de bois traités, CCA, classe 4 de 35 pieds, à la Société Richard Bessette Incorporée, soit pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 31 octobre 2027. Contrat à prix unitaire à un coût estimé de 137 970 $, taxes incluses, le tout conformément à l'offre de service datée du 28 janvier 2026. Finalement, d'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, Freedom Fuel Comtech
limité, vente de la station de ravitaillement au gaz naturel comprimé. Autorisation de signature, Mme Chénier. Oui, Monsieur le maire. Donc, je propose d'autoriser la vente de la station de ravitaillement au gaz naturel comprimé située au 1000 rue Lemire à la société Freedom Fuel Comtech Limited dans son état actuel pour un montant de 78 100 $ avant taxe, duquel doit être déduit les frais de dépressurisation et de démantèlement au montant de 36 700 $ avant taxe, et d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou en son absence ou incapacité d'agir, le directeur général adjoint service à la population, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document visant à donner effet à la présente résolution. Merci, Mme Chénier. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, plan d'implantation et d'intégration architecturale, approbation, Mme Bédard. Merci, Monsieur le maire. Considérant les demandes de rénovation, d'affichage et de construction reçues au service de l'urbanisme et de l'environnement, lesquelles sont assujetties au règlement numéro 500, relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale qu'on appelle PIIA. Considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 3 février 2026 à l'égard des projets ci-après énumérés, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants, tels que soumis au Comité consultatif d'urbanisme au 3 février 2026. 1. Les travaux de rénovation du bâtiment principal ici au 1315 rue Giroir-Ouest, visant le remplacement de 7 fenêtres, le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date du 16 janvier 2026. 2. L'affichage sur la façade avant du bâtiment principal, ici au 400-405 avenue Saint-Simon, visant à installer une enseigne d'identification de type projetante pour le commerce L'Atelier Charmois Chocolat, le tout conformément aux documents fournis par la requérante en date du 8 janvier 2026. 3. Les travaux de transformation du bâtiment principal ici au 13-695 avenue de l'Église, visant à retirer la remise annexe en cour latérale, la construction d'un perron en composite en cour arrière avec un garde-corps en aluminium de couleur blanche, la rénovation des linteaux et appuis décoratifs des fenêtres existantes, l'installation de 5 nouvelles fenêtres en guillotine, l'application du revêtement acrylique, duration de la compagnie Sherwin-Williams couleur passive SW 7064. Sur l'ensemble des façades et le retrait des enseignes existantes, le tout conformément au plan préparé par la société Exode Architectes Incorporée et soumis par le requérant en date du 5 décembre 2025, ainsi qu'aux documents soumis par le requérant en date du 14 janvier 2026, le tout conditionnellement à ce que les composantes architecturales des fenêtres existantes, telles que les linteaux, appuis, châssis du haut et du bas à 12 carreaux, soient conservées visuellement telles que l'existant. Les nouvelles fenêtres soient identiques aux fenêtres existantes, notamment en ce qui concerne leur dimension et composantes architecturales telles que linteaux, appuis et châssis du haut et du bas à 12 carreaux. 4. Les travaux de rénovation du bâtiment principal situé au 5485 rue des Seigneurs S, visant le remplacement de la porte principale par une porte vitrée en aluminium de couleur grise, minerai de fer, ainsi que l'ajout de volets en bois peints de la même couleur aux 2 fenêtres du rez-de-chaussée sur la façade avant, le tout conformément aux documents soumis par la requérante en date du 19 janvier 2026. 5. La construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages située au 16 845 avenue Jean-Guy Regnault, le tout conformément aux documents fournis par le requérant en date du 13 janvier 2026, conditionnement la plantation d'au moins un arbre en cour avant et arrière et que chaque arbre soit planté soit d'une espèce feuillue de moyen à grand calibre, ayant un diamètre minimal de 40 mm, mesuré à 1 mètre du sol. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. L'ensemble de ces projets est assujetti aux conditions établies par le Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par Mme Gosselin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, politique de consultation citoyenne des grands projets urbains. Approbation, Mme Gosselin. Oui, Monsieur le maire, je suis très fière aujourd'hui de proposer la politique de consultation citoyenne
au niveau de grands projets urbains. Comme il a été mentionné tantôt, dans les derniers mois, nous avons consulté d'autres politiques de participation citoyenne, mais surtout, nous avons aussi regardé les recommandations de l'audit de performance de la commission municipale. Donc, en tenant compte de ça, ça a amené cette réflexion-là et on arrive avec ce produit-là qu'on pourra présenter lors de la conférence de presse. Cette politique se veut un complément des exigences prévues par la loi, donc on fait les choses avant pour que les personnes puissent s'informer, consulter plus tôt, puis d'avoir sur les projets majeurs ou d'autres projets comme vous avez mentionné tantôt. Donc, je vous lis la résolution. Considérant la volonté de la Ville de Saint-Hyacinthe de placer les citoyens au cœur du processus décisionnel en ce qui concerne l'aménagement du territoire, la mobilité, l'environnement ou le développement économique, ainsi que de faire évoluer et de structurer ses pratiques en matière de participation publique, considérant qu'il est de l'intérêt de la Ville et des citoyens d'adopter cette politique de consultation citoyenne des grands projets urbains. En conséquence, je propose d'adopter la politique de consultation citoyenne des grands projets urbains préparée par le Service d'urbanisme et de l'environnement en date du 16 février 2026, telle que soumis. Merci, Mme Gosselin. C'est appuyé par Mme Chénier. M. Huard. Merci, M. le maire. Je vais prendre la parole parce que cette initiative-là émergeait de citoyens de mon secteur. Puis pendant la campagne électorale, je disais il serait pertinent de mettre en place un mécanisme de consultation ou de concertation citoyen lors de projets précis tels PPC-moi, PPU ou l'application de PIA pour amener la machine municipale à avoir un regard autre que le regard qu'on a actuellement. Il serait facile là, de dire l'administration a bricolé quelque chose, ils ont fait quelque chose juste pour se débarrasser de ça, mais je pense qu'on a travaillé plus fort que ça. Puis je pense que c'est de tourner les coins ronds, de critiquer la politique qui est déposée avant de l'avoir vue. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai décidé d'embarquer dans la politique? C'est que le déclencheur, il y a des déclencheurs qui vont être énumérés dans la politique qui vont nous faire démarrer le processus. Mais le processus, ce n'est pas juste un CCU, ce n'est pas des citoyens qui amènent des recommandations. C'est une table ouverte avec des membres qui sont là, qui viennent ouvrir la consultation au niveau d'une assemblée publique, des sondages, des ateliers, plein de choses. Il y a plein de mécanismes qui arrivent avec ça. Ce n'est pas juste un comité qui va consulter. Je pense que par rapport aux inconvénients qu'on peut trouver dans cette politique-là, je pense qu'on fait beaucoup plus de gains, même si on peut avoir des reproches un petit peu qu'il y a certains... on n'a pas consulté les citoyens pour amener. On l'a fait chacun sur notre terrain, puis on a amené des modifications à cette politique-là. Puis je pense qu'une politique, c'est quand même vivant. C'est quelque chose qui va vivre au gré du temps, puis on va vivre un projet avec. Puis si on voit qu'il y a des imbroglios ou des choses qui ne fonctionnent pas, bien, on pourra intervenir puis changer la politique puis l'adapter à la réalité de notre milieu. Mais je pense que c'est un bon point de départ. Puis, on va rendre aussi public là, les rétroactions que le public va ramener dans ces séances-là. Fait que je pense qu'il y a certains gains qui sont non négligeables. Il ne faut pas renvoyer ça du revers de la main. Je pense qu'on fait un pas vers l'avant. C'est peut-être pas ce que certains citoyens s'attendaient, mais je pense qu'il faut commencer à quelque part. C'est le point 1, puis on va aller à quelque part par la suite. Je pense que chacun d'entre nous autour de la table, on a amené des idées, on a conseillé notre réalité à l'administration, puis je pense qu'on arrive avec quelque chose. Commençons avec ça, puis on va réajuster le tir s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais voter pour la résolution, M. le maire. Merci, M. Huard. Je rappelle que ça a été proposé par Mme Gosselin, appuyé par Mme Chénier, et finalement adopté à l'unanimité. Le point 25... Services professionnels en urbanisme, révision du plan et des règlements d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe. C'est le contrat 2022-129-U, autorisation d'une dépense supplémentaire, modification de la résolution 23-132, Mme Gosselin.
Oui, Monsieur le maire. Considérant la résolution 23-132 adoptée le 6 mars 2023, par lequel le Conseil municipal a octroyé le contrat relatif aux services professionnels en urbanisme relativement à la révision du plan et des règlements d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe à la société BC2 Groupe Conseil Inc. pour le montant total estimé de 212 082,89 $, taxes incluses. Considérant que la Ville a apporté certaines modifications accessoires au présent contrat de service, lesquelles n'ont pas changé la nature du contrat et ont dû faire l'objet d'avenants contractuels, considérant que les avenants portant les numéros 1 et 2 visant la bonification du règlement relatif au plan d'implantation, d'intégration architecturale, PPIA, et l'ajout d'honoraires professionnels pour les rencontres supplémentaires ont été précédemment autorisés pour un montant total de 42 414,27 $, taxes incluses, considérant que l'avenant portant le numéro 3 visant la création d'un outil de vulgarisation des règlements d'urbanisme doit être autorisé pour un montant total de 23 598,62 $, taxes incluses, considérant que ces imprévus ont engendré une dépense supplémentaire au montant total de 66 012,89 $, taxes incluses, laquelle ne pouvant être connue ni estimée au moment de l'appel d'offres. Considérant que l'article 2, alinéa 2 du règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et dépasser des contrats prévoit que toute dépense dont la valeur est supérieure à 60 000 doit être autorisée par le conseil municipal. Considérant le rapport préparé par le service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 2 février 2026, en conséquence, je propose d'autoriser la dépense supplémentaire au contrat relatif aux services professionnels en urbanisme relativement à la révision du plan et des règlements d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe octroyé à la société BC2 Groupe Conseil Inc. 2022-129-U au niveau de contrat, laquelle est estimée à un montant total 23 598,62 $, taxes incluses, relativement au coût additionnel engendré par l'avenant numéro 3, portant ainsi le montant total du contrat à 278 095,78 $, taxes incluses. D'autoriser la directrice générale ou, en son absence ou incapacité d'agir, le directeur général adjoint, services techniques, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution, de modifier la résolution 23-132 adoptée le 6 mars 2023 en conséquence. Merci, Mme Gosselin. C'est appuyé par M. Charon et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26A, c'est un avis de motion du règlement numéro 775 concernant la cotisation à être payée par les membres de la Société de développement commercial SDC et décrétant la cotisation imposable en vertu de l'article 458.27 de la Loi sur les cités et villes pour l'exercice financier 2026. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, je donne avis de motion du règlement numéro 775 concernant la cotisation à être payée par les membres de la Société de développement commercial et décrétant la cotisation imposable en vertu de l'article 458.27 de la Loi sur les cités et villes pour l'exercice financier 2026. Merci, M. Caron. Le point 26B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 775 concernant la cotisation à être payée par les membres de la Société de développement commercial et décrétant la cotisation imposable en vertu de l'article 458.27 de la Loi sur les cités et villes pour l'exercice financier 2026. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Chénier et c'est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a omis, Mme la greffière? Ça va, ça vous va? Parfait. Le point 27A, c'est un avis de motion
du règlement numéro 782 concernant le comité de consultation citoyenne des grands projets urbains de la Ville de Saint-Hyacinthe. Madame Chénier. Donc, je donne avis de motion du règlement numéro 782 tel que vous l'avez nommé. Merci, Madame Chénier. Le point 27B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 782 concernant le comité de consultation citoyenne des grands projets urbains de la Ville de Saint-Hyacinthe. Madame Chénier. Donc, je propose de déposer et d'adopter ce projet de règlement numéro 782 concernant le comité de consultation citoyenne des grands projets urbains de la Ville de Saint-Hyacinthe tel que présenté. Merci, Madame Chénier. C'est appuyé par Madame Gosselin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, adoption du règlement numéro 778 modifiant le règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. Monsieur Barré. Monsieur le maire, je propose d'adopter le règlement numéro 778 modifiant le règlement numéro 3 décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29, exemption de taxes au cœur des familles agricoles 2003. C'est au 600 rue Benoît. M. Bousquet. Merci, M. le maire. L'organisme au cœur des familles agricoles offre depuis plus de 20 ans déjà des services aux agriculteurs puis agricultrices de l'ensemble du Québec qui traversent des périodes difficiles sur le plan psychosocial. Et en plus de fournir des services de travailleurs de rang, ils ont également, depuis 2013, une maison de répit située à Saint-Hyacinthe. Donc, notre demande d'exemption de taxes ce soir concerne cet immeuble. Alors, considérant que l'article 243.20 alinéa 1 de la loi sur la fiscalité municipale exige que la Commission municipale du Québec procède à une révision périodique de la reconnaissance d'exemption de taxes foncières lorsque la période écoulée depuis l'obtention d'une reconnaissance a atteint 9 ans. Considérant la demande de confirmation de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes soumise par l'organisme au cœur des familles agricoles 2003 en date du 13 novembre 2025 et considérant le rapport préparé par la Direction des affaires juridiques en date du 3 février 2026, en conséquence, je propose d'appuyer la demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes ou de remboursement de surtaxes foncières soumise par l'organisme au cœur des familles agricoles 2003 pour l'immeuble situé au 600 rue Benoît, le lot 1 439 045 du cadastre du Québec et de transmettre copie de la présente résolution à la Commission municipale du Québec. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30, c'est les documents déposés. Madame la greffière, Maître Cousineau. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, dans un premier temps, la liste des salariés non permanents. Vous avez d'abord un auxiliaire au service des travaux publics et 2 surveillants de chantier temporaires au service du génie. C'est dépôt et fait de ce document. Par ailleurs, vous avez également pour la Régie des alcools, il y a une demande de permis pour le nid golfeur, qui est un permis accessoire dans un centre sportif avec l'option pour servir. Merci beaucoup, Madame la greffière. Le point 31, c'est la seconde période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Bonjour à tout le monde, Justin Haut de Domaine sur le Verre. Écoutez, je m'étais préparé quelque chose, mais j'ai entendu quelques affaires qui... Bon, je vais écourter ça. Puis, Mme Frigon est arrivée avec un angle, la déception. Je vais vous nommer pourquoi on est un petit peu déçus avant même d'avoir entendu tout ça. Donc, Monsieur le maire, vous êtes proclamé le leader de cette solution en matière de concertation. Pourtant, la démarche présentée ressemble davantage à du bricolage qu'à une véritable consultation réfléchie. Vous dites avoir entendu les citoyens, mais vous saviez que ce n'était pas ce que plusieurs demandaient. On veut vraiment être consulté, avoir notre avis, pas juste d'être informé. C'est pas des séances d'information, c'est de consultation. C'est sûr que ça va toujours revenir ici au vote. Mais c'est plus que juste de l'information qu'on cherche. Puis ça, vous le saviez, les autres villes, ce qu'ils font, ils font ça aussi. Est-ce que
je vais avoir 2 questions pour y répondre après. Là. Ce ne sera pas trop long après ça. Est-ce que vous avez appuyé notre conseiller d'arrondissement lorsqu'il demandait d'impliquer les citoyens dès le départ, juste ce que vous venez de décider, là, la direction? Pourquoi il n'y a aucune plateforme numérique pour informer clairement la population au lieu de juste comme attendre une séance du conseil, attendre une conférence de presse? Une démarche sérieuse, ça ne se construit pas en 8 semaines. En 8 semaines, ça donne l'impression que tout était déjà décidé, ça ajoute au cynisme. Fait qu'au final, là, vous ne pourrez pas vous vanter d'avoir simplement coché la case d'un outil de concertation puis d'avoir livré cet outil-là. Puis quand je parle de déception, là, c'est... On part une démarche de concertation, puis on ne met même pas le citoyen dans la gang pour... au moins écouter, voir, ça ne créerait pas justement la déception que là, on a, qu'on n'est pas entendu. Donc, puis d'adopter ça ce soir, là, avant même, ça va être présenté mercredi, vous avez dit, ça ne fait pas très transparent. Ça aurait été bon de savoir ça avant. Donc, sur ma première question, là, pourquoi, avez-vous appuyé notre conseiller quand il a demandé ça, lundi, à la plénière? Mais votre conseiller a fait des demandes. Et chaque conseiller a fait ses propres demandes. Puis suite à ça, les gens se sont ralliés à certaines propositions qui ont été faites. Est-ce que vous l'avez appuyé dans ce qu'il demandait? Mais est-ce que je l'ai appuyé? Moi, j'écoute tous les gens. Je n'appuie pas chaque personne individuellement. Étiez-vous du même avis que lui? Moi, je n'ai pas donné mon avis, j'ai écouté tous les gens, puis après ça, le conseiller a pris une décision. Comment vous pouvez être un des deux si vous n'appuyez pas certaines démarches? Il me semble que... Mais on a pris la meilleure décision pour l'ensemble des membres du conseil, selon le conseil actuel. M. Hood. Bon, pour moi, c'est pas ça un leader. Bien, vous avez le droit à votre avis. Moi, j'ai le droit à la mienne, là. Moi, ce que j'ai fait là, en comité plénier, c'est que chacun a pu donner son opinion. Suite à ça, on a eu un consensus sur ce qu'on souhaitait faire. Bien, visiblement, il n'y a pas eu consensus sur ce qui était... Moi, je trouve... Mais ça, c'est votre avis, M. Hood. Je trouve ça plein de logique, moi, qui demande... écoutez, pourquoi il n'y a pas un citoyen parmi notre gang? Non, mais M. Hood... Qui est ici, lundi, là, où décider ça? Mais M. Hood, vous avez posé votre question, je vous ai donné ma réponse. M. Huard a amené son point de vue. Suite à ça, le conseil a pris une orientation. Il veut peut-être ajouter de quoi, je vais lui donner la parole. Allez-y, M. Huard. M. Huard s'est rallié, c'est ça, exact? Moi, j'ai proposé ça. Après ça, j'ai regardé le projet dans son ensemble. Là. C'est sûr qu'on peut taper sur le clou là, d'un événement. J'ai mis là, le projet, la politique dans son ensemble, puis je pense que, outre ça, là, on fait beaucoup plus de gains actuellement que si on s'attarde à ça. Mais si on regarde toute la politique, moi, je suis prête à avoir des discussions avec vous quand vous aurez eu la politique, puis on échangera, puis le téléphone est toujours ouvert. Puis je pense qu'actuellement, la politique qui est mise en place, bien, elle va chercher un consensus parce que tout le monde est là, tout le monde est de cet avis-là, puis on veut aller de l'avant. Sauf que peut-être qu'il y a des éléments que vous ne serez pas d'accord, ça fait partie de la démocratie, on essaie d'avancer les choses, on fait notre maximum. Peut-être qu'on peut s'attarder à un élément, mais je pense qu'il y a pas mal plus de victoires dans cette politique-là que d'échecs actuellement. Je comprends que le consensus, c'est tout le monde qui ne voulait pas avoir de citoyens dans la première décision, la première mesure. C'est pas nécessairement ça, c'est un consensus. On dirige par consensus, on est tous des indépendants. Il peut en avoir 1, 2, 3, 4 qui ont une opinion, mais si les 6 autres n'ont pas la même opinion, puis après ça, les gens se rallient ou ne se rallient pas. S'ils ne se rallient pas, ils votent contre ici ce soir. Puis finalement, ça a été adopté à l'unanimité. M. Caron, vous voulez ajouter de quoi? M. Thériault après? Oui, M. le maire. Cette réglementation-là va nous permettre d'avoir des consultations où les citoyens vont être invités à venir parler du projet qui va être en cause. Je ne comprends pas l'acharnement de monsieur à venir nous dire qu'est-ce qu'on doit faire quand on prend une décision tous ensemble, puis que ça s'en va vers cette orientation-là de consulter les gens. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus, monsieur le maire. Je trouve malheureux l'acharnement qui se passe présentement depuis un certain temps. C'est inacceptable que certains citoyens s'acharnent comme ça
avec des propos, Monsieur le maire, là, sur vous, qui sont disgracieux. J'en suis fatigué, Monsieur le maire, d'endurer ça de ces citoyens-là. Puis en plus, ils osent venir nous harceler ici, encore. Puis avec sur les réseaux sociaux, Monsieur le maire, à un moment donné, il y a des limites. On fait un travail excellent. On va consulter les citoyens. Ils vont être invités à venir discuter des projets qui vont être sur la table. Je pense qu'on a pris la meilleure décision, Monsieur le maire. Je pense qu'on devrait arrêter la discussion-là parce que ça s'en va nulle part. On aura beau expliquer et réexpliquer, il va y avoir encore des publications sur les réseaux sociaux comme qui se passe depuis, M. le maire, avant votre élection puis depuis votre élection, M. le maire. C'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on endure ça, M. le maire. Merci, M. Caron. M. Thériault, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, M. le maire, on va faire ça bien, bien simple. Il y a une séance d'information qui va avoir lieu sous peu. Alors, tout ce processus-là va être expliqué. Le comité qui est proposé, ce seront les oreilles pour écouter les doléances des citoyens qui se présenteront à ces réunions-là. Donc, chaque personne qui s'y présentera pourra émettre ses pour et ses contre. Par la suite, ce sera compilé. Le conseil va en être avisé. On prendra une décision par la suite. C'est un processus qui est simple. On tente de l'inclure, de faire le démarrage le plus rapidement possible pour qu'on puisse aller consulter les citoyens le plus rapidement possible. Alors, je vous invite à la séance de présentation. Oui. Vous aurez possiblement réponse à vos questions. Vous le savez, on va être là. Je tiens à rassurer M. Caron, c'est pas de l'acharnement, c'est de se faire challenger. C'est des questions qui sont sur le net, il y a des points d'interrogation au bout, là. Puis, pourquoi qu'on insiste tant que ça? Vous autres, vous faites ça en 8 semaines, ce que d'autres villes font en 1 an, puis qui demandent à des professionnels, des études. Il y a des angles morts, je suis sûr qu'on ne voit pas. Que vous ne voyez pas, qu'on ne voit pas, qu'eux autres ont vu, qui ont mis dans leur rapport, puis vous autres, vous avez juste pris des petits bouts là-dedans qui fait votre affaire, dans le fond, qui ne sont pas trop contraignants, parce que vous l'avez dit souvent, que c'est contraignant, on ne veut pas manquer le bateau. C'est ça, M. Caron, c'est pas de l'acharnement. Vous pouvez... Écoutez, je vous ai déjà lu, vous aussi, là, dans le passé, puis je pense que vous étiez encore pire comme moi, là, Mais M. Hood, on vous a quand même laissé beaucoup de temps pour vous exprimer. Oui, merci, j'apprécie. On a le droit de ne pas être d'accord avec vous, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Mais je vous avoue qu'il y a des choses qui ont été faites dans le passé pendant la campagne qui est ordinaire un peu de votre part. Je n'irai pas plus loin, mais je m'en ai fait parler énormément par des gens, même des gens du juridique qui m'ont dit, même des gens du juridique qui m'ont dit que je devrais faire de quoi. Je ne ferai rien, là, parce que je veux pas de trouble, là. Mais vous êtes allé fort un petit peu. Mais vous avez le droit, là. C'est votre droit. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en faisant ça, vous avez toujours de moins en moins de gens qui vous suivent sur votre page. Non. Que vous vous tirez vous-même dans le pied. Ça monte pas. Vous tirez vous-même dans le pied. De vote qu'il y a pour les élus, on a la même clientèle qui vient. Le but, c'est pas d'avoir le plus de followers possible. Non, je sais. C'est que ce soit lu, ouais. C'est tout. C'est ça, exactement. Je le sais que ça fait son effet, sinon, ça ne dérangerait pas personne ici. Puis je le fais pas d'une façon à la hateuse proprement dit du net. C'est pas loin, en tout cas, c'est pas loin. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? On n'a pas d'autres questions. On en est rendu au point 32. C'est la levée de la séance qui est proposée par M. Huard, appuyée par M. Côté, de déclarer la levée de la séance à 20h23. La prochaine séance publique du Conseil municipal aura lieu le lundi 2 mars 2026 dès 18h30. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir.